Mais pour une femme sur 5, c'est une toute autre histoire. Bonjour, je suis Amy et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce nouvel épisode du balado Hub Grossesse en santé, où l'on va parler de pression sociale, de santé mentale, de médication et surtout de soutien. Pour en discuter, nous avons en studio la docteure Annick Bérard, chercheuse en pharmacoépidémiologie, et Myriam Barbet, accompagnatrice de naissance spécialisée en santé mentale. Ensemble, on va parler de ce qui est trop souvent invisible et surtout de comment briser ce silence. Myriam, est-ce que cette idée qu'il faut toujours être une bonne mère, heureuse, épanouie, ça fait encore partie des pressions que vivent les femmes aujourd'hui? C'est vrai que on entend toujours ça, parce que c'est vraiment une vraie pression sociale et puis familiale. On dit souvent effectivement que il faut être une bonne mère, qu'il faut profiter de chaque instant, du moment que ton bébé est en pleine santé. Cette pression-là vient pas seulement de l'entourage ou de la société, c'est parfois aussi alimenté par ce qu'on oublie dans les suivis médicaux, du moins qui n'est pas assez mentionné. Quand on parle de suivi de grossesse, on pense souvent à la santé physique, donc la tension artérielle, les nausées, le diabète. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la santé mentale? C'est clair que la plupart, c'est de la manière que ça... La prise en charge au niveau de la grossesse, on s'attarde beaucoup à la santé physique. Mais souvent, la santé mentale, on en parle à la toute fin. Et pour qu'une grossesse soit en santé, il faut qu'on soit en santé physiquement, mais également mentalement. Sachant que jusqu'à 20% des mamans enceintes, des femmes enceintes, vont expérimenter de la difficulté au niveau de la santé mentale durant leur grossesse. Alors, oui, c'est fréquent. 2, il faudrait être capable d'en parler, mais malheureusement, ça demeure un tabou souvent. Et même lorsqu'on rencontre des professionnels de la santé, soit notre pharmacien ou notre médecin de famille ou notre obstétricien, souvent la santé mentale, c'est discuté à la toute fin. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, on se sent mal à l'aise d'en discuter. On devrait être à l'aise d'en discuter parce que la grossesse elle-même a un impact sur notre humeur, Et encore plus si on a des problèmes de santé mentale ou au niveau de la famille, mais aussi au niveau personnel, encore là, raison de plus d'être capable d'en parler ouvertement. Mais malheureusement, maintenant, c'est pas encore le cas. Moi, je travaille effectivement dans une clinique de santé mentale à Québec, et par rapport à l'anxiété prénatale, postnatale et la tocophobie, on n'en parlait pas, c'est vraiment un tabou. Pour la pression sociale pour le monde, la femme, du moment qu'elle est enceinte, elle doit avoir le sourire jusqu'aux oreilles, que ça doit tout bien se passer, alors qu'elle a une histoire avant, pendant et après, et que justement, des fois, ça s'entremêle. C'est quoi l'émotion que vous voyez chez ces femmes qui arrivent en clinique? Elles ont honte, elles culpabilisent, parce que justement, pourquoi elles devraient avoir tous ces troubles? Parce que justement, elles portent la vie, normalement, et tout va bien, on va dire, physiquement, mais émotionnellement, ça va pas bien. Donc, il y a des choses qui s'entremêlent, comme je disais. Et tout d'un coup, de porter effectivement la vie, prendre soin de soi d'abord et puis prendre soin de son bébé en devenir, c'est compliqué aussi. Il y a des fois, c'est même poids trop lourd des fois à porter. C'est vrai que quand le poids devient trop lourd à porter, parler, trouver quelqu'un pour nous écouter, c'est vraiment la première étape. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a besoin de plus? Ou qu'est-ce que la science dit en fait? C'est sûr que le filet social, la famille et les amis, c'est très bien. Parfois, par contre, il y a toujours des commentaires. Non, tu devrais faire ça, tu devrais... Et après un certain temps, c'est pas ça qu'on veut entendre, on veut juste parler. Puis, cette personne-là aussi qui nous écoute peut aussi nous dire, ça fait longtemps que j'entends ça, ça fait plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. En début de grossesse, c'est que les nausées et vomissements peuvent être très semblables aux symptômes de dépression, d'anxiété et de stress. Alors, c'est difficile de départager le tout, mais quelqu'un qui nous écoute à plusieurs reprises dans cette période-là peut dire « Ok, là, ça commence à être envahissant. Je te suggère fortement d'aller voir ton pharmacien et de planifier une rencontre chez le médecin. » Je veux dire, c'est la première chose, l'écoute, certes, mais après un certain temps, si on n'est pas capable de faire nos activités de la vie quotidienne, si c'est extrêmement sévère au niveau de l'intensité de la durée, je pense qu'il faut consulter. Bon, premièrement, c'est difficile de voir un médecin peut-être, mais le pharmacien, c'est le professionnel de première ligne. Il va être à l'écoute, il va donner des conseils. Parfois,
Ça peut être de l'exercice, parfois ça peut être diminuer nos tâches de la vie quotidienne et parfois ça peut être la médication aussi, là. C'est d'autant plus important que les risques associés à des problèmes de santé mentale en grossesse, c'est pas juste avec la prise d'antidépresseurs. Il peut aussi avoir des risques pour la santé mentale de la maman après la naissance, comme un plus grand risque de dépression postpartum. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un très bon point. C'est pour ça que je disais que les conseils, exercice, psychothérapie, changement de mode de vie, médicaments, vont changer dépendamment de où on est durant notre grossesse. On est tout à risque de dépression postpartum. Presque une femme sur 10 qui ont eu une super grossesse, là, en santé, aucun problème, ben, il y a 9% des mamans qui vont être à risque, 9 à 10% là, d'avoir une dépression postpartum diagnostiquée. Mais c'est sûr que les femmes qui ont des problèmes anxieux, dépression, stress, traitées, non traitées, parce que parfois on dit traitées, mais quand ça peut être maltraité, sous-traité, c'est souvent le cas d'ailleurs en grossesse, mais alors ces mamans-là sont d'autant plus à risque, 2-3 fois. Alors on passe de 10% à 30% presque dans cette population-là, c'est énorme. Mais c'est clair qu'il devrait au minimum avoir au moins une, idéalement plusieurs, mais au moins une discussion sur la santé mentale chez toutes les femmes enceintes en 3e trimestre. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on commence à en parler vraiment au 2e mois après bébé, au moment du vaccin, où on fait l'échelle d'Édimbourg, où Oui. forcément la maman, elle va pas dire que tout va mal, parce qu'elle aura peur d'être encore jugée en tant que mauvaise mère. Donc en fait, elle va dire que tout va bien, mais intérieurement, ça ne va pas bien, d'accord? Et en fait, on est focus pendant tout le avant-pendant la grossesse. Ces mamans, on la regarde vraiment admirativement, mais c'est clair qu'après, les yeux sont rivés sur le bébé. Et puis, ben, c'est sûr que les mamans vont avoir de la difficulté parfois à dire « Oh, j'ai pas envie de parler de santé mentale, je le vis à tous les jours, puis bon, je suis supposée d'être la meilleure mère au monde, là. » Je veux dire, on n'a pas obligé d'être parfaite tout le temps, là. Être parfait, là, c'est inatteignable souvent, puis de toute façon, c'est quoi d'être parfaite, là? Je veux dire, Et dans certaines cultures, le fait d'en parler est un facteur de risque pour développer des troubles anxieux, tout ça. Alors, c'est une autre raison pourquoi les femmes enceintes, certaines cultures ne vont jamais parler, parce qu'elles veulent, le fait d'en parler, ça veut dire, OK, je vais devenir déprimée anxieux. Il y a certaines cultures, oui, qui n'en parlent pas. D'ailleurs, c'est même tabou d'en parler, effectivement. C'est passé sous silence, je suis tout à fait d'accord, parce qu'elles ont peur aussi du niveau du mauvais œil, elles ont peur de plein de choses qui peuvent arriver au bébé et aussi à soi et au niveau de sa famille. Oui. Exactement. C'est vraiment intéressant cette perspective culturelle-là. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on voit en postpartum? Oui, alors c'est d'autant plus compliqué parce que justement la grossesse, on voit bien qu'il y a des troubles, on voit bien qu'il y a de l'anxiété, mais ça, elles ne veulent pas en parler. Et ça s'amplifie quand le bébé arrive parce qu'elles sont isolées. Alors déjà qu'il y a des gros problèmes de l'isolement, on va dire, c'est encore un trouble supplémentaire. L'image corporelle en prend un coup. Des fois, malheureusement, il n'y a pas bébé à côté, hein, que je suis formée dans le deuil périnatal. Donc, des fois, malheureusement, le bébé n'est pas là. Donc, ça rajoute encore plus d'angoisse, d'anxiété de ces femmes. Donc, ça, c'est très, très compliqué et c'est très douloureux, vraiment. En fait, la Société d'obstétriciens gynécologues du Canada, dernièrement, ont émis des lignes directrices justement pour le suivi en santé mentale des mamans qui ont eu des fausses couches, des accouchements avec des bébés morts-nés. Vraiment, c'est très, très important. On a tendance, vous avez raison Myriam, à les oublier. Je sais pas, c'est étrange là, mais effectivement, mais la SOGC a émis des lignes directrices assez claires, justement, surtout quand ils retournent à la maison avec aucun bébé. Là, c'est très, très difficile. Oui, et quand je fais une rencontre d'approche, je demande, parce que comme je suis formée au niveau du deuil périnatal, s'il y a eu justement une fausse couche ou un avortement, parce que l'accompagnement sera totalement différent par rapport à ça. On parle de beaucoup de choses. On a mentionné justement dépression postpartum, baby blues. Annick, est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi la différence entre les deux pour les mamans qui nous écoutent? Il n'y a pas de différence physique. C'est sûr que le baby blues, c'est tout à fait normal. On passe 9 mois, tout le monde est concentré sur nous. On est enceinte, c'est fantastique.
Là, on accouche, on a un bébé qui ne fait pas ses nuits, qui pleure, qui nous dit rien parce qu'on n'a aucune idée pourquoi il pleure. Et c'est 24 heures sur 24, ça demande beaucoup, beaucoup. Puis nous aussi, hein, on vient d'accoucher, là, quand même, on n'a pas l'énergie d'une marathonienne, là. C'est sûr que le baby blues, c'est là, le focus est sur le bébé. Nous, on est fatigués. C'est une adaptation, disons, le baby blues. La dépression postpartum, c'est clinique, hein. C'est au niveau de l'intensité, on a de la difficulté. On n'a pas le goût de s'occuper de notre bébé ou peu, on se sent coupable évidemment et on n'est pas capable de faire nos activités de la vie de tous les jours. C'est un peu ça, là. Mais à ce moment-là, ben, il faut vraiment penser à la médication, là. Dit Yannick, mais au niveau de la dépression aussi postpartum, les signes, c'est pas forcément aussi que d'être complètement au fond de son lit, c'est d'être aussi hyperactive. Parce que c'est vrai qu'on des fois, on a l'impression qu'une femme qui pleure tout le temps, qui se morfond, qui est repliée sur elle-même, c'est sûr que c'est des signes. Et des femmes qui sont un véritable tsunami qui part dans tous les sens, qui veulent à tout prix que la maison soit propre, que le bébé aussi, enfin voilà. Là aussi, il y a aussi une inquiétude à voir. Et puis le baby blues, on entend dire si t'as pas fait ton baby blues, t'es pas une bonne mère aussi. Et des tas de phrases qui sont compliquées que les mères sortent, me disent parce qu'elles l'ont vécu. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est du vécu. Et c'est en plus encore quelque chose qui est déroutant pour la femme parce qu'elle dit mais moi je n'ai pas ce signe-là en tant que baby blues parce que c'est souvent des fois à la fin de l'hôpital et au moment de rentrer à la maison où tout d'un coup ben il y a une charge de travail immense qui attend parce que qu'elle soit performante et qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on attend. Encore là, il faut juste faire attention de ne pas généraliser aussi. Oui, tout à fait. Et puis d'une grossesse à l'autre aussi, ça change. Tout à fait, c'est du cas par cas. Puis on oublie aussi parfois le fait de se sentir seul, d'être isolé socialement, ça peut aussi contribuer. Est-ce que c'est bien documenté? La grossesse, c'est un événement de vie à l'intérieur d'une vie. Et donc, on peut penser, on n'a pas besoin d'être enceinte ou d'avoir eu des enfants pour comprendre que lorsqu'on est tout seul à travailler, s'occuper des courses, faire à manger, faire le ménage, hein, puis on n'a personne à qui parler, après un certain temps, c'est lourd. Alors, on n'a pas besoin d'avoir eu des enfants pour se rendre compte de ça. Donc, on peut juste imaginer lorsqu'on a un bébé à côté de soi qui demande énormément d'attention. Et en plus, ben, si on n'a pas personne à qui parler, on entend souvent ça, hein? Des jeunes mamans qui ont tellement hâte de voir des gens juste pour ne pas parler bébé. Ils ont le goût de parler d'autres choses. Alors, et pourtant, ils adorent leurs enfants, ça n'a rien à voir, mais on a juste le goût de parler d'autres choses que le langage du bébé. Alors, c'est sûr que quand on est isolé socialement, ça peut facilement être très, 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 très lourd. Alors, c'est très, très bien documenté. Et c'est vrai aussi durant la grossesse. Si on est isolé durant la grossesse, ça aussi, c'est lourd. Alors, je veux dire, et puis ça, c'est vrai dans n'importe quelle situation. C'est important d'avoir un bon réseau, mais comme disait Myriam, les nouvelles arrivantes, ben, c'est un peu limité, là. Le réseau, elles sont un peu déracinées, alors c'est d'autant plus difficile. Donc c'est vrai que des personnes qui sont isolées de façon expatriée, ça demande encore plus d'efforts de pouvoir aller demander du soutien. Hein. Moi, j'ai demandé du soutien. Pour moi, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Mais demander d'aller toquer à la porte ou de prendre son téléphone, dire oui, j'aimerais bien pouvoir parler à quelqu'un, ça demande du courage. Elles sont isolées parce que déjà il y a la barrière de la langue, parce que justement elles n'ont pas tous les codes socio-culturels. Et aussi, c'est un problème d'accès, hein. On ne sait pas où aller. Alors, c'est sûr que c'est plusieurs barrières finalement qui s'accumulent. Mais vous avez raison, Myriam, il y a de beaux groupes communautaires, là. Oui. Je pense ici, bon, il y en a plusieurs à Montréal, il y en a aussi à Québec, Oui. rencontrés. Et ça, ben, on n'a pas besoin d'arriver du même pays. Non. Je trouve, on a des réalités semblables, même si c'est de parler de notre quotidien et de comparer les notes et de se rendre compte,
c'est la même chose partout. Je veux dire, on n'est pas différents. De partager aussi des repas, faire à manger ensemble, c'est Ouais. des petites choses, mais c'est... Et le bébé est là. Dans les groupes communautaires, on emmène toute la famille, puis la vie continue. Il y a plusieurs moyens de briser l'isolement, mais c'est sûr que il faut savoir que ça existe. Il y a l'estime de soi, c'est valorisant, ça donne autre chose que de se dire une mère, non, c'est moins dans un camp, c'est moins dans une case. Montrer voir qu'on sait faire autre chose et c'est tout à fait valorisant. C'est quoi les barrières finalement qu'on entend des mamans pour aller chercher cette aide? Moi, je parlerais surtout, en fait, demander du soutien. Pour moi, comme je disais, c'était une force, c'est pas une faiblesse. Et puis, c'est surtout aussi par rapport à ça, elle culpabilise aussi de demander, parce que, comme je disais, du moment que le bébé est en pleine santé, elles n'ont pas le droit à se plaindre en fait. C'est un peu ça. Donc, du coup, c'est des femmes qui sont tiraillées entre je suis maintenant une maman, donc je dois être limite une Wonder Woman, hein, je dois tout gérer. Et puis se dire, tiens, il faut que je demande aussi du soutien, mais comment je peux le demander? Parce que on va me dire, mais t'as pas besoin, du moment que toi, ton bébé va bien, toi, t'as pas besoin d'avoir du soutien. Mais si, c'est ça, c'est toute cette ambivalence qui fait que du coup, cette femme, elle n'arrive pas des fois, à franchir ce cap. Et c'est là où moi, je peux intervenir, ou en mettant en réseau, en disant que je suis une écoute précieuse, une présence précieuse. On comprend mieux pourquoi offrir un espace sans pression peut vraiment faire une différence pour les mamans. Mais pour prendre une décision éclairée, encore faut-il avoir accès aux bonnes informations et aux bonnes personnes pour nous les expliquer. Annie, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il y a des risques et des bénéfices à toute décision, mais en autant qu'on a l'information, les données probantes, les bonnes données. Parfois, on n'est pas capable de tout comprendre les données probantes, mais si notre professionnel de la santé, que ce soit un pharmacien, un médecin, notre obstétricien, notre infirmière, notre sage-femme, cette personne est capable de nous dire ça, les options pour toi. Voici les risques et les bénéfices pour chacune de ces options-là, ainsi que les risques et les bénéfices si on fait rien. Alors, du moment qu'on a tout ça, alors la maman est capable de prendre une décision éclairée. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est le médicament, il n'y a pas de risque zéro. OK? Il y a des risques de prendre des médicaments pour les antidépresseurs, par exemple. Alors, la maman, de concert avec son médecin, devrait être capable d'avoir une bonne discussion à ça. Entre vous et moi, les risques sont faibles, mais c'est pas 0%. Mais évidemment, il y a des risques à ne rien prendre. Parce que si on a une dépression, une anxiété, un stress non traité, il y a aussi des risques associés à ça. Les antidépresseurs ont été en premier trimestre de grossesse. Certains, pas tous, ont été associés à une augmentation de risque de malformation congénitale. Certains, plus spécifiquement du cœur, chez l'enfant. Ça a aussi été associé à des risques de fausse couche. Okay? Parce que la fausse couche et la malformation congénitale sont assez corrélées. Les antidépresseurs pris en deuxième et troisième trimestre de grossesse ont également été associés au risque de prématurité et à certains risques de troubles du neurodéveloppement. Par contre, les antidépresseurs pris en troisième trimestre de grossesse ont été associés à une diminution du risque de dépression postpartum. La dépression non traitée est associée aussi à des risques, au risque de prématurité. Alors, on traite, on augmente le risque de prématurité. On ne traite pas, on augmente notre risque de prématurité. Vous voyez, il n'y a pas de solution optimale, mais il faut que la solution soit la bonne pour soi. Et puis, évidemment, si c'est prendre un antidépresseur, on va prendre l'antidépresseur pour lequel les données sont les plus rassurantes. Puis si je ne me trompe pas, les antidépresseurs peuvent aussi être pris en postpartum, même si la maman allaite, n'est-ce pas? Bon, les antidépresseurs, si on allaite, c'est quand même assez bien toléré, ça passe dans le lait, mais à faible dose. C'est sûr qu'il faut être à l'affût pour son bébé, pour voir est-ce que son bébé devient somnolent, mais je veux dire, les données sont assez rassurantes. On a beaucoup plus de données
pendant la grossesse que durant l'allaitement là, au niveau des antidépresseurs, mais certains antidépresseurs comme la sertraline, le citalopram, ça va quand même bien, c'est bien toléré pour le bébé et du moins pour nous aider là, si vraiment on a un diagnostic de dépression postpartum. C'est quand vient le temps de faire le tri, toute cette information, par rapport au risque, au bénéfice que c'est utile d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. Je pense que ça rejoint un peu votre rôle, Myriam, n'est-ce pas? Moi, c'est vraiment mon rôle, c'est d'offrir, comme je dis, un espace vraiment sécuritaire pour qu'elle puisse réfléchir et avoir sans aucune pression une décision libre d'elle-même, hein, et pour pas que justement, par rapport à la pression, on va dire, familiale des fois, parce que des fois le conjoint ou la conjointe peut être aussi bah, pressant parce qu'il voit qu'elle est dans une souffrance, hein, parce que c'est ça aussi, parce qu'on ne parle pas aussi de l'environnement familial, mais c'est vrai que en première ligne, il y a aussi le conjoint ou la conjointe qui est là, ainsi que la fratrie, et il y a surtout le bébé. Il faut lui laisser du temps. Moi, je n'aime pas ce mot congé maternité, parce que la mère n'est loin d'être en congé maternité. Il lui faut du temps pour être justement devenir maman. On ne naît pas mère, on le devient, comme dirait l'autre, mais c'est ça. C'est vraiment cette façon, c'est vraiment de lui laisser la place et le temps, parce qu'on est dans un monde tellement individualisme et de performance que même là, elle n'a pas le choix, tout va trop vite. Donc il faut vraiment laisser du temps, prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a pu dire pour qu'elle puisse avoir sa propre décision. On arrive vers la fin, mais avant qu'on se laisse, j'aimerais savoir, ce serait quoi la ressource que vous recommanderiez pour les parents qui traversent des moments difficiles? Mais en fait, évidemment, il y a de très bonnes ressources, mais il y a aussi beaucoup de mésinformations sur les réseaux sociaux, alors il faut faire attention. Alors, évidemment, on va prêcher pour sa paroisse, on va parler du hub Grossesse en santé. Je pense que, bon site, il y a Naître et Grandir, mais je pense que pour les médicaments, le hub Grossesse en santé est encore plus spécifique. Ça donne des outils. Je veux dire, quand on a un peu de connaissances, on est mieux capable d'aborder la discussion lorsqu'on va voir notre médecin, notre obstétricien et même notre pharmacien. Parler aussi pour ma propre paroisse également. J'offre un service postnatal, donc moi je suis accompagnatrice en périnatalité, donc j'accompagne le avant, pendant et le après, donc j'ai un service postnatal qui s'appelle mimidoula.com, mais aussi j'ai mis en place un groupe de parole justement entre mamans pour justement sortir de l'isolement et retrouver un sentiment de normalité, on va dire ça comme ça. Je propose aussi des lectures qui sont intéressantes, le 4e trimestre d'Igrine Baillot par rapport à la dégestation, et le mois d'or aussi par Céline Chadela et Marie Maë Poulain. Et puis de même, je propose aussi d'aller faire ces rencontres comme dans les centres communautaires, comme je disais, si la famille n'est pas forcément présente, justement de pouvoir rencontrer, de se sentir valorisé, de se sentir autre que d'être qu'une mère. Et puis quand c'est plus compliqué, pareil, je propose d'aller voir des médecins psychiatres ou des gens vraiment qui sont très formés et très pointus sur la santé mentale périnatale. Si vous aviez une phrase clé que vous voudriez que nos parents se souviennent à partir de cet épisode, ce serait quoi? Moi, je dirais ensemble, brisons l'isolement des mamans en devenir. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est, voilà. C'est vraiment une belle façon de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre, l'image de la maman parfaite, en bout de ligne, c'est juste une image. Et puis parfois, aller chercher de l'aide, c'est nécessaire. Si vous traversez une période difficile, il y a des ressources qui existent. Le Hub Grossesse en santé, Mimidoula, les groupes communautaires, professionnels de la santé. L'important, c'est vraiment de commencer à en parler. Si tout va bien pour vous, peut-être qu'une amie, une sœur ou une voisine a simplement besoin d'écoute. Merci à Dr. Annick Bérard et Myriam Barbier pour leur générosité aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Balado Hub Grossesse en santé. D'ici là, prenez soin de vous.